Nous allons avoir un espace des questions-réponses. Donc, voilà, c'est à vous. Nicolas. Ouais, Nicolas Ivelli, enchanté. Je suis avocat spécialisé en start-up depuis très longtemps. Je dirige une équipe de 30 avocats. On conseille 800 start-up et on accompagne plus d'une centaine de levées par an. Donc, on va pouvoir se donner des arguments d'une place différente qui est celle de Clément et moi dans ce genre de deal. Et bonjour Clément, donc je suis managing partner chez Orange Ventures. Je ne sais pas si je présente, mais si je vais vous présenter rapidement Orange Ventures. Donc, Orange Ventures, c'est le CVC d'Orange. On est un CVC New School. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi je nous catégorise dans le New School. Mais en deux mots, on ne fait pas de l'invest stratégique, on investit vraiment dans les plus belles boîtes. Et ensuite, on les accompagne pour faire des synergies avec le groupe dans la mesure du possible. On a 350 millions d'euros d'actifs sous gestion. Notre principal véhicule est un véhicule growth. Quand on dit growth, ça veut dire série B, à partir de la série B. On a un véhicule early growth en réalité, mais on a aussi un véhicule doté de 30 millions d'euros qui vise les boîtes au stade du late seed early A à impact, donc sur 3 verticales, climate, inclusion et caretech. Et si je peux me permettre, juste, qui est entrepreneur dans la salle? Ok, super. Non, c'est cool. Non, mais c'est pour. Voilà. Très bien. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant par rapport. Bon, déjà, Nicolas, Clément, comment ça se passe une levée de fonds? Comme on peut. C'est un peu ça le sujet en fait, hein. C'est qu'il y a toujours une différence entre la levée qu'on prévoit et celle qui se réalise. Donc il faut réagir vite et se réadapter pour être sûr de la réaliser. De manière plus concrète, je sais qu'on a un timing serré, donc je ne vais pas commencer à digresser, mais il y a 3 grandes phases. La plus difficile au début, c'est la recherche et le fait de trouver des investisseurs. Et ça, malheureusement, ce n'est pas une science exacte. Ça peut durer quelques jours, ça peut durer de nombreux mois, quelques années, jamais. Enfin, c'est une phase compliquée. Dès lors qu'on a trouvé les marques d'intérêt, on rentre dans un process qui est un peu plus cadré, on négocie. La négociation est assez normée, elle dure plus ou moins longtemps, elle peut être tendue, ça va dépendre de la concurrence autour de votre projet. S'il y a plein d'investisseurs qui veulent rentrer, vous êtes en position de force. Tout ça est assez classique et banal, hein. S'il n'y en a qu'un, votre force de négo, vous la mesurez, hein, elle est nulle. Donc voilà, c'est réglé. Et une fois qu'on a fini de négocier, là, on rentre sur un moment juridique où on rédige des papiers illisibles, incompréhensibles pour le commun des mortels. Et vous avez le versement des fonds. C'est un peu ça le process. Et alors, en termes de durée, mais j'en parlais déjà à ceux que j'ai croisés mardi, le plus court, 3 jours, le plus long, 24 mois, c'est la fourchette que j'ai observée. Voilà. En moyenne, on est sur du 6-9 mois. Enfin, on parle de ça généralement. Ça veut dire 6-9 mois de trésor avant de partir, hein. Ouais, c'est important. Et du coup, je continue le jeu des questions-réponses, mais qui est-ce qui a déjà levé des fonds ici? Ok, ok. Et donc, il n'y a pas de boîtes qui sont à ce stade en série B ou vous êtes plutôt des jeunes boîtes qui commencent à se développer. Ok. Donc, parce que c'est pas la même histoire en réalité aux différents stades de la vie d'une entreprise. Et je sais pas ce qu'en pense Nicolas, mais je pense que le plus dur quand même, c'est la première levée. Les autres sont difficiles aussi, mais la première levée, c'est la première vraie confrontation au marché, aux méchants financiers. Et quand je dis méchants, bon, c'est un peu. Mais enfin voilà, on va discuter un peu de ce que sont nos filtres et tout ça. Mais c'est important que vous ayez en tête un premier chiffre, c'est que nous, typiquement, on est une équipe de 5 personnes investisseurs. On reçoit 2500 dossiers par an. Voilà, ça vous met un premier chiffre. Vous faites combien de deals? On en fait, là, on a dû faire 5 deals l'an dernier, parce que c'est Pour une vous donner période la qui est un peu moyenne de compliquée. transformation, en fait. Voilà. Clément, et justement, qu'est-ce qui vous intéresse en tant qu'investisseur et qu'est-ce qui vous fait fuir? Et comment on peut rendre son projet plus sexy aux yeux des investisseurs? Alors, ce que je vais vous dire là, c'est moi. Et quand je dis, enfin, comment dire, il y a quand même beaucoup de fonds, beaucoup de thèses différentes, et c'est pas parce que ce que je vous dis aujourd'hui peut vous sembler restrictif ou pas cocher les cases qui sont les vôtres que mon discours doit être entendu comme un absolu. Il y a plein de gens qui vont avoir d'autres critères. Mais pour commencer un peu générique, la première chose que regarde un VC pour une boîte jeune, c'est l'équipe. Quand on dit l'équipe, c'est
bon, on est en France, donc les diplômes, ça reste un truc important. Et ensuite, l'expérience et la complémentarité entre l'équipe fondatrice. Bon. Et donc, vous avez là, pour le coup, beaucoup d'implicites qui passent et d'un VC à l'autre, enfin, d'un investisseur à un autre. Vous allez pouvoir être tagué comme personne formidable qu'il faut absolument baquer ou attention, j'ai des red flags et comment dire, ça vous appartient dans une certaine mesure, mais en réalité, moi, mon conseil comme ça, c'est soyez autant vous-même que possible dans la personnalité, parce que votre personnalité va coller avec certaines, va pas coller, et en même temps, si vous jouez un rôle et qu'à un moment donné dans le process, on se dit attends, mais en fait, il y a un truc qui est pas clair, ça c'est un truc qui peut faire capoter un truc. Donc voilà, l'équipe, et ensuite à votre stade, c'est le marché, 2, 3, le modèle éco avec lequel vous allez pouvoir adresser le marché. Donc moi, c'est comme ça que je regarde des boîtes jeunes, sachant que bon, déjà, c'est moi, ça je vous l'ai dit, mais en plus, je suis plutôt un investisseur gros qu'un investisseur early. Donc là aussi, c'est un truc à prendre en compte et un filtre à appliquer, ce que je vais pouvoir vous dire ce matin. Sachant qu'à ces niveaux-là, enfin, surtout pour les premiers tours, si on regarde principalement l'équipe, c'est ce que disent la plupart des VC, vous n'avez pas une obligation de perfection. Pas la peine de surstaffer, pas la peine de vous prendre la tête en disant on est sur un projet très deep tech, on n'a pas de bizdev, vous n'avez pas de produit. Donc de toute façon, c'est pour recruter quelqu'un qui vend rien, ça sert à rien. Enfin, donc le tout, c'est d'avoir aussi un discours qui assimile vos faiblesses, qui rassure l'investisseur sur le fait qu'il n'y ait pas de blocage pour les régler, en disant on a un plan de déploiement. Pour l'instant, on est plutôt sur une partie tech parce qu'on est orienté R&D. Dès qu'on va avoir besoin d'une fonction, on l'a identifié, on a déjà des contacts. C'est ce discours-là qu'on attend. C'est pas d'avoir une start-up qui soit surstaffée, qui maîtrise son marché à mort. Enfin, vous avez le droit d'être un peu dans l'expérimental quand même. Hein. C'est pas une obligation de résultat. Là, on parle des seed, pré-seed, série A, série B. Et quel est le processus et de cette levée de fonds quand je suis dans série A, ou est-ce que toutes les étapes, elles sont... Ouais, certainement pas. Déjà, le premier sujet qu'on vous avait jamais levé. Hein. Moi, je suis pas fan des classements seed, série A, série Z, tout ça. Enfin, moi, j'observe de manière naïve ce que je vois. Je vois une première levée, après, je vois une deuxième levée, et des fois une troisième levée. Donc, et des fois, on a des levées qui suivent et qui sont les mêmes. On saute des étapes. Enfin, c'est pas une science exacte. Vous n'êtes pas obligé de faire la série A avant de faire la série B. Si vous avez démonté le marché, que vous avez une croissance de fou, que vous êtes fait financer par du non dilutif ou par le marché directement, vous n'êtes pas contraint à ça. Quoi. Donc, je pense que le plus difficile pour vous, c'est de savoir où vous en êtes. De savoir où vous en êtes et d'adapter votre discours et votre attitude au marché, à savoir à l'argent que vous pouvez lever. Ce qui vous tue, c'est les discours inadaptés. C'est-à-dire, je vais rechercher une somme que je n'aurai jamais, on perd 3 mois de trésor, on parlait tout à l'heure du fait d'en avoir 6 de réserve, je vais vous en brûler la moitié. Donc, soyez vigilants, et encore plus, je pense, en 2024, qui succède à 2023. Vous aurez noté que je suis hyper branché à niveau date. On est dans un marché 2023 où il y a eu moins 45% d'argent levé. Entre la police et les manifestants, on n'est pas d'accord sur les montants. Quoi qu'il en soit, on a un vrai ralentissement. Et on a un vrai décalage du premier tour qu'on observe, c'est-à-dire que financer, on va appeler ça l'amorçage, le seed, c'est une sinécure. Les réseaux de BA sont frileux parce qu'ils sont pris des tampons sur l'immobilier. Enfin, la crise touche tout le monde. Il y a un contexte international compliqué. C'est très tendu. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, enfin, depuis un an, on a industrialisé les bridges et on fait des bridges à tout va. Pourquoi? Parce que les investisseurs, pour des raisons qui sont les leurs et pour une raison de contexte aussi, ont infligé un gros coup de rabot sur les valorisations quand même. On a eu une bulle avant Covid, je dirais, qui, de mon point de vue, était à 2 doigts de l'explosion. Et quand ça explose, c'est cataclysmique. Hein. Le Covid a eu un effet positif. Ça a été de calmer la bulle et on est reparti sur une baisse de valo. Mais aujourd'hui, on a des valos de tour 3 qu'on propose inférieurs au tour 2 qu'on avait fait avant le Covid.
Donc, enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais donc on a une mécanique qui fait que tout le monde attend, les investisseurs attendent, surtout ceux qui sont sur la partie amont, en disant on va plutôt garder du cash pour rebridger sur nos participations et on ouvrira plus tard. Quand vous arrivez, vous, à ce moment-là, ben, vous avez un marché où on vous dit ben, vas-y, sors un deck et va pitcher, il n'y a plus personne, quoi. Donc, pas évident, pas évident. Et c'est positif. Juste, nous, on regarde quand même, série A, série B. Enfin, comment dire? En fait, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde des étapes de dérisquage. Et comment dire? Ce que fait un investisseur early, c'est pas le même job que je vais faire moi quand j'arrive à une série B. Mais par contre, je valorise ce qu'a fait l'investisseur précédent, le diagnostic qu'il a posé, qu'il est important aussi, comment dire? L'air de rien, c'est pas anodin de choisir votre investisseur et de qui vous prenez à votre cap table. Vous allez écrire des histoires. Et juste, je me permets un truc, mais un truc qui est important, je pense quand même, quand vous regardez, je fais un petit peu de backtracking, mais c'est, je vous ai parlé de marché, de modèle économique. Et quand on fait marché fois modèle économique, ce que cherche un VC, c'est la scalabilité. Et ça, c'est clé. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de projets qui, parce que on parle beaucoup de tech, vont chercher à se financer sur le marché du VC. Mais le marché du VC, vous allez adopter un profil de boîte qui ne correspond pas à tous les projets. Et il y a des fois des projets qui sont des projets de très belles PME qui pourront être backés à un moment ou à un autre par une boîte de PE, enfin par un fonds PE, mais qui ne sont pas forcément des profils de boîte VC. Et enfin, ça, on peut en discuter aussi si vous avez des questions là-dessus, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas trop se dire je vais lever des fonds et donc du coup j'ai réussi, parce que quand vous rentrez dans un process VC, ça va être aussi beaucoup de pain à absorber, beaucoup de dilution à prendre. Et finalement, si vous réfléchissez à vos boards, non pas juste en tant qu'entrepreneur, et j'ai les moyens d'exécuter rapidement un projet, mais en tant aussi que patrimonialement, c'est pas sûr que vous vous y retrouviez forcément dans un projet VC. Ça, c'est un truc, quand vous êtes en early, en train de penser à votre boîte et en train de penser à la façon dont vous le faites, je pense que c'est important à l'avoir en tête quand même. Et quand est-ce qu'on sait si une startup elle est prête à lever de fonds? Quand est-ce qu'on dit lever ou pas lever? Déjà, je pense que c'est intéressant. Enfin, deux sujets qui doivent se rencontrer, c'est à quel moment elle en a besoin et est-ce qu'au moment où elle en a besoin, elle est prête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché de l'investissement contraint votre liberté et la soif de liberté que l'aventure startup caractérise en réalité. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, les technos que vous voulez, les équipes que vous voulez, le BP que vous voulez. Enfin, vous êtes libre, vous avez le droit d'avoir fait de belles études et d'arrêter une vraie carrière pour faire une startup. C'est aujourd'hui toléré. Le seul truc qui va s'imposer à vous, c'est le marché de l'investissement. Il répond à des règles, à des étapes, à des séries, à des KPIs qui sont nécessaires pour lever à tel moment, d'autres à d'autres moments. Si vous ne les maîtrisez pas en anticipation, et en plus ils évoluent, c'est pas marrant sinon, si vous ne les maîtrisez pas en anticipation, vous allez tomber à sec entre deux guichets de ravitaillement et c'est là qu'on meurt en fait. Donc quand est-ce qu'on part enlever? Moi j'ai envie de vous dire, c'est quand on est sûr de réussir, quoi. Parce que la startup a cette particularité, c'est qu'elle ne peut monter et mener que des combats qu'elle est sûre de gagner. Partir enlever pour voir, c'est certainement pas ce qu'il faut faire. Pour ta question sur l'éleveur, alors on a tous des avis différents, mais Clément qui intervient sur de la série B, je pense que la série B, c'est technique, une série B. Généralement, il y a beaucoup de chiffres d'affaires, il y a une stratégie de croissance et d'hypercroissance à gérer, il y a de l'EBITDA à mesurer. Dans la data room, il y a 1 millier de documents à mettre, il y a plein de sujets tendus, en fait. Donc là, lever, j'ai l'impression, enfin pour l'avoir demandé plusieurs fois d'ailleurs, c'est même plus qu'une impression, ça rassure les investisseurs à un moment donné d'avoir quelqu'un qui structure, surtout si c'est possible, la mise en concurrence. Dans l'intérêt de la startup, c'est mieux. Sur la phase early, donc le premier tour, le seed, le pré-seed, quel que soit son nom, l'image, le retour que j'ai des investisseurs, c'est qu'ils n'aiment pas les levers parce que ça perturbe la donne, ça donne une fausse impression aux start-upers que quelqu'un va faire le job à sa place alors que c'est lui qui va tout se taper. Donc le marché donne cet avis. Moi, du coup, je suis le même avis, quoi. Alors en effet, j'ai une perspective un peu différente, c'est que, moi, ma réponse, ce serait: ça dépend du lever, en réalité, parce qu'en effet, il y en a qui vont être des doueurs et d'autres qui vont être juste, vous faire de la mise en relation. Et du coup, je boucle avec, l'autre en tout cas, ma réponse, Nicolas, par rapport à la tienne, ce serait de dire, à partir du moment où vous avez décidé de lever des fonds une fois auprès d'un VC,
vous allez passer votre vie en levée de fonds. C'est quand même parce qu'en fait, si on se parle de façon transparente, le jeu du VC, c'est de financer des projets ambitieux, et c'est aussi de financer des étapes très précises. Donc, pour le dire de façon un peu plus abrupte, c'est d'organiser un mur de cash, en fait. Et donc, à partir du moment où vous partez sur un track startup à forte croissance, vous allez tout le temps gérer un potentiel mur de cash, une potentielle à quand tout va bien 24 mois, mais ça devient très vite 18, ça devient très vite. Voilà, donc c'est aussi quelque chose. Et sur le lever, moi, je pense toujours, malgré ce que je vous ai dit là, ça peut pas sonner un peu contradictoire, mais que le job d'un CEO, c'est pas forcément de lever des fonds. Alors, bien sûr qu'il faut qu'il soit un très bon storyteller, qu'il sache raconter son histoire et tout ça. Maintenant, s'il a la chance d'être accompagné par un bon lever, qui l'aide à gagner du temps, parce qu'on se dit toujours: «Ah, le lever, c'est cher». J'ai jamais rencontré un entrepreneur qui était, tout le monde est content de signer avec des bons levers, mais les entrepreneurs ensuite, quand il faut verser les fees au lever, ça leur paraît toujours, Le excessif. problème, c'est que le mauvais a le même prix, en fait. Ça, Nicolas, après, mais en tout cas, un bon lever, va vous faire vraiment, enfin, votre ressource première, je crois, mais c'est vous les entrepreneurs, hein, moi je suis juste un cheerleader, mais c'est le temps, et donc ce que va vous faire gagner en temps un lever pour vous permettre de vous concentrer sur l'exécution, voilà, s'il est bon, ça a beaucoup de valeur à mon sens. Oui, alors juste pour finir là-dessus, ouais, il y a quelques années, j'ai interrogé quelques investisseurs que je voyais souvent dans les dossiers, parce que j'avais du mal intellectuellement à comprendre l'intérêt du lever, parce que je voyais quand même les CEO se taper beaucoup de boulot, passer beaucoup d'énergie. Nous-mêmes, en termes de négo, on prenait vite le relais pour résoudre une équation inévitable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas une critique, hein, je pense que les levers, quand j'en parle avec eux, on est d'accord, hein. À un moment donné, le lever devient l'intermédiaire de son propre deal, hein, parce que quand vous arrivez vers le closing, ça fait 12 mois qu'il bosse ou 9 mois qu'il bosse, il faut qu'il signe. Donc les intérêts sont plus les mêmes. Est-ce que c'est l'intérêt de la boîte? Est-ce que c'est le sien? C'est pareil pour tous les parasites qui gravitent autour de vous, mais là, c'est vraiment caractérisé, c'est la seule chose qui fait. Donc, j'ai interrogé les investisseurs, je leur ai dit, mais ça vous sert à quoi, en fait, d'avoir vraiment des levers qui coûtent un bras? C'était le retour qu'on avait. Et pour eux, quand c'est un bon lever, c'est comme le bon chasseur, hein, quand c'est un bon lever, ça rassure, ça dérisque, c'est une marque. Et d'ailleurs, quand vous voulez vous-même vous situer sur le marché de l'investissement, et si vous arrivez à identifier, il y a des classements, il y a un album Panini des levers, hein, enfin, c'est un bon test de commencer par les levers avant les investisseurs d'ailleurs, parce que si tous les bons vous disent non, réfléchissez. Ils vous diront peut-être pourquoi aussi. Donc c'est intéressant comme retour, sachant que eux, leur modèle économique, c'est 100% de réussite. Ça peut être un retour sympa et intéressant et praticable. Voilà. Justement, comment négocier avec les investisseurs, dilutifs, non dilutifs? Juste signer ce qu'on vous propose. À un moment donné, ça finit comme ça, mais comment négocier, je pense que tout le monde, quand c'est la première levée surtout, c'est la plus perturbante, parce qu'il y a quand même des gens qui viennent habiter chez vous et on va dire que le marketing du pacte d'associés, on est tous responsables de ça, c'est peut-être à revoir, parce que franchement, ça fait peur quand on le lit, parce que ça gère que des trucs qui arrivent jamais et qui sont que des mauvais trucs. Donc en fait, c'est une liste. Si tu meurs, si tu fais des conneries, si je te vire, si je te prends ta maison, enfin, et tout ça sur 40 pages, à la fin, on n'a pas beaucoup d'espoir, quoi. Mais je pense que toutes les levées se ressemblent, quoi qu'il en soit. La marge de manœuvre est relative, même si ça évolue dans le temps. Les investisseurs ont des attentes qui sont, c'est même pas une question de légitime, mais qui sont les leurs et ceux qui versent le cash. Donc, on doit respecter ce principe de réalité. Donc, comment on négocie? En faisant les vrais combats, quoi. Il y a des choses qui sont importantes, des choses qui le sont moins. Un pacte, quand on parle de la négo, on parle de la négo du pacte, parce que c'est celui qui va consacrer la relation. C'est un machin qui vous amène sur 15 ans de relation. La période dont on parle réellement, c'est celle que citait Clément, c'est 36 mois maximum, 24 mois en moyenne et peut-être moins. Et tous les 24 mois, on change de documentation et on fait une nouvelle négo. Donc, vous ne projetez pas sur, mais qu'est-ce qui se passe dans 15 ans? On s'en fout. Si dans 15 ans, il y a encore la même documentation, soit vous avez trouvé du pétrole, soit vous êtes en mort clinique. Donc, de toute façon, c'est pas le sujet, quoi. Voilà. Donc, négocier les vrais sujets. Ouais, et enfin, je suis tout à fait d'accord, et sachant que
Par contre, il y a des vrais sujets. C'est-à-dire que c'est vrai que ça va être négocié, mais ce que vous avez cranté dans la doc au tour précédent, ça va se retrouver live dans la doc suivante. Et c'est là où il faut faire attention au trade-off entre la valo et les conditions qui sont en dessous. Typiquement, une ligue pref, si vous signez une ligue pref 1,5, 2, voire plus, ne vous attendez pas à vous retrouver avec une ligue pref une fois sur le tour suivant. L'investisseur, parce qu'il veut le deal, bah, sera sans doute un peu la ligue pref et tout ça, hein, si toute l'histoire s'est bien passée. Donc vous aviez 2, il va vous dire: «Ah écoute, moi franchement 2 c'est confiscatoire, je vais te mettre un 75». Bon voilà, hein? Ouais. Ah pardon, une ligue pref, c'est en fait, un mécanisme qui permet, si la boîte est vendue, que les investisseurs passent avant tout le monde, sauf les banques, sauf la dette, mais les investisseurs equity, les actionnaires, parmi les actionnaires en equity, les investisseurs passeront avant tout le reste de la cap table. OK? Et ensuite, il y a des ligues pref avec catch-up, ligues pref sans catch-up. Enfin, Nicolas sera un peu plus pertinent que moi, mais C'est ce qui aujourd'hui reprend la principale négociation des tours, contrairement à ce qui était auparavant uniquement lié à la valo, quoi. Voilà. La valo, ça met de la tension, la valo. Parce que si tu viens me voir en me disant, moi, je vaux 4 millions pré-monnaie, et que je te réponds, tu vaux 2 millions, je t'insulte. Donc là, je vais dire, bah, peut-être que tu vaux 4 et je mets une liquide pref qui me protège. Donc c'est un système de protection qui partage la valeur à la fin, alors que la valo répartit la valeur à l'entrée, quoi. Et en fait, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc c'est là qu'on regarde, en fait, quoi. ce qui est marrant là d'ailleurs, c'est que moi j'ai fait un peu, bah, je suis actuellement dans une filiale d'Orange, hein, mais j'ai fait des groupes cotés puisque j'ai été à une époque de ma vie investor relation. Donc, et je peux vous dire que les CEO du CAC 40 aussi prennent personnellement la valo, hein. C'est pas que vous, hein. Quand le cours de bourse, c'est eux qui sont jugés. Quand le cours baisse, ils se sentent vraiment comment dire, attaqués personnellement. Et comment gérer justement la relation avec les investisseurs une fois qu'on lève des fonds? Et qu'est-ce que c'est un board, par exemple? Comment ça marche? Ouais, ça c'est alors, qui parmi vous a un conseil d'administration déjà? Voilà, bon, bah, Proxène, depuis. non, mais alors, le conseil d'administration, en général, c'est un comité stratégique qui va venir, comment dire, grimer, le fonctionnement d'un conseil d'administration classique. Mais, vous avez, je suppose pour tous, ici, des SAS, et donc, c'est ce que permet la SAS, c'est, de la flexibilité, et un comité stratégique donc va avoir les mêmes responsabilités qu'un conseil d'administration. Qu'est-ce qu'un conseil d'administration? C'est un organe de supervision et de définition de la stratégie. Donc, ça veut dire que vous allez avoir à vos côtés, et parfois, comment dire, avec un pas de côté un peu large par rapport à vous, ce qui est votre perception au quotidien de l'entreprise, des gens qui vont arriver, qui vont superviser à partir de data points que vous allez leur communiquer, qui vont essayer de comprendre votre activité, comprendre où est-ce que sont les difficultés actuelles, comprendre quelles sont les dynamiques, et là-dessus vont vouloir pouvoir, alors, je vous le présente un peu de façon, comment dire? Peut-être un peu négative, hein, mais, en réalité, c'est aussi un truc qui peut être une vraie ressource pour vous si, vous vous organisez et que vous en acceptez le principe, influer sur votre stratégie, et vous proposer, parfois des modifications importantes, parfois des modifications pas importantes. Bon, c'est une partie de la vie avec l'investisseur, hein. Ensuite, l'investisseur, même si, enfin, pour moi en tout cas, je suis assez humble sur ce qu'on peut vous apporter, mais on essaye d'être là, à vos côtés. Moi, enfin, ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je décris souvent mon job en mode, je suis un cheerleader. Mais cheerleader, ça veut dire qu'on est vraiment à côté, et qu'on se serre des pompons et qu'on tape dans les mains et qu'on essaye de vous faire les bonnes mises en relation et qu'on essaye enfin voilà, on essaye vraiment aussi, en tout cas nous, de vous aider, d'un point de vue, très pratico-pratique. Mais oui, notre relation se cristallise et se documente d'ailleurs aussi, et performative au niveau du conseil d'administration, et enfin, comité stratégique, et quand ça va mal, c'est aussi là, qu'aboutissent les sujets. Alors, de l'autre côté, hein, parce que là, vraiment, on n'est pas en opposition parce que ça se fait ensemble, mais nous, on conseille les boîtes qui gèrent leur board et on conseille les CEO de boîtes qui nous disent putain, j'ai mon board la semaine prochaine, je ne sais pas ce que je vais leur dire. Donc, ça, c'est la réalité.
On leur rappelle évidemment qu'il fallait envoyer le reporting 2 mois avant, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet. Plus sérieusement, c'est un nouveau sujet que vous rajoutez dès que vous avez un board de management politique. En fait, ça se gère, il y a un début, il y a une fin. C'est un job, c'est pas un job à part entière, mais il faut pas louper l'étape. Et ce qu'on observe, nous, malheureusement, dans beaucoup des projets qu'on accompagne, c'est que c'est pas l'endroit où vous êtes le meilleur, par culture premièrement, et par période également. C'est-à-dire qu'en fait, la levée est chronophage, la levée génère de la tension. Pendant la levée, on parle beaucoup à l'investisseur qui sera généralement la personne, celui qui représentera le fonds dans le board. Et une fois qu'on a closé, on ne peut plus blairer, on fait une pause et on loupe le premier CS. Et ça, c'est vraiment dommageable, quoi. Dès que vous avez l'argent, la relation d'associé commence. C'est là qu'il faut garder de l'énergie et qu'il faut mettre cette énergie-là. Si vous loupez cette étape, c'est difficile à rattraper. J'ai plein de cas compliqué, on voit les trucs qui dérivent et remonter la pente, c'est compliqué parce que tout est une question de confiance. Donc la confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire de votre côté, dire ce que vous faites et faites ce que vous dites, faire ce que vous dites dans une certaine mesure, bien évidemment. D'aborder un système de communication rassurant, ça ne veut pas dire manipuler, ça veut dire arriver devant des investisseurs et à votre board avec plutôt le couple problème-solution. Mais pas arriver comme quand vous parlez entre co-founders, quoi. Parce que quand on parle entre co-founders, on peut se dire, le lundi matin, la techno ne marche pas, le client nous a lâché, c'est la merde, qu'est-ce qu'on fait? On pivote pas, panique à bord. Ça, vous le dites pas au CS, quoi. Il faut bien comprendre que c'est pas une extension c'est pas la bonne fin. C'est un truc qui se gère et vous gérez c'est de la politique, quoi. Je suis pas du tout d'accord. Non, mais, bien sûr que c'est un truc qui se gère, mais si vous commencez à pas être transparent avec votre board, vous allez au-devant de gros problèmes, hein. Franchement, il vaut mieux que vous associez votre board à vos questionnements, à vos difficultés et que vous co-construisez ensemble, parce que le jour où on va voir qu'en fait, vous avez bullshité sur un truc, là, ça va être très compliqué, hein. Donc, si le produit ne marche pas, il vaut mieux dire, écoute, on a le truc et regarde. Alors, en effet, arriver avec la solution, c'est très bien, mais n'essayez pas de dire, enfin, comment dire, on est sorti d'une période, j'espère qu'on en est sorti, fake it until you make it. Mais fake it, si vous le fake it par rapport à vos actionnaires, vous gérez quoi avec un actionnaire? Vous gérez du support potentiel. Encore une fois, il faut le rendre concret, mais vous gérez aussi des gens qui vont être là quand il y aura un feu, hein, et qu'il va falloir aller faire un bridge et tout ça. Si vous avez, comment dire, bullshité votre tour de table, good luck, hein. C'est très compliqué ensuite. C'est très compliqué ensuite. Et n'oubliez jamais que dans le pacte, on a quand même en général quelques clauses qui permettent de dire que vous n'êtes plus forcément la bonne personne à un stade de la boîte. Donc, ça fait un peu, ça fait un peu comment dire, mais c'est la réalité. En réalité, et j'ai des cas dans la tête, hein, je ne vous parle pas de tout ça en l'air. Quand un dirigeant commence à considérer que son board est une simple chambre d'enregistrement ou un truc, il casse un truc. Chambre d'enregistrement ou entre guillemets des gens qui ne comprennent pas. Bien sûr qu'on ne prétend pas comprendre comme vous le comprenez, mais on est là pour essayer de comprendre. Donc, voilà. Il faut gérer la communication pour qu'elle existe. Il ne faut pas la couper, surtout pas, parce que quand on la coupe, ça part en vrille, comme le disait Clément. J'ai pas dit bullshiter, hein. J'ai dit ni transformer la réalité. Je dis simplement utiliser un système de communication fonctionnel. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose que vous devez apprendre et que vous devez utiliser. Voilà, et vous n'avez pas l'habitude de communiquer comme ça entre vous, en fait. Quand je vois le premier tour, je vois les fondateurs parler entre eux. Je vois l'investisseur arriver, j'ai vu des investisseurs terrifiés. J'ai déjà vu la peur dans leur regard parce que les fondateurs n'avaient aucune. C'est pas une question de pudeur, c'est une question de dissimuler des choses, c'est que vous n'avez pas tous la même capacité au vertige. Voilà. Vous n'avez pas tous la même capacité au vertige. Par définition, vous êtes des pratiquants de sport extrême, vous êtes start-upers. Donc, au bout d'un moment, vous vivez dans le vide et l'incertitude. Donc, il n'y a pas de sujet. Là, vous communiquez avec des gens qui ont mis, surtout des BA, potentiellement beaucoup d'argent qui leur appartient, respectez ça et protégez-les. Voilà. Questions pendant? Oui. Oui, on peut commencer les questions. Désolé tout à l'heure. Bonjour Stéphane. En fait,
juste pour clarifier ce que vous vouliez dire, c'était communiquer de manière rassurante des infos pas rassurantes du tout. C'est ça? Je vous donne un exemple qu'on a eu il n'y a pas très longtemps où on était en plein bridge. Alors, la phase de bridge, c'est compliqué parce que vous allez au CS, il faut être sexy pour que le vent de panique bloque le bridge. Hein. Et juste avant d'aller au CS, le CEO m'appelle quelques jours avant en me disant putain, le CTO se barre. La boîte a quand même levé 30 millions. Hein. Le CTO, il porte la techno depuis 12 ans. C'est pas une méga nouvelle, en fait. Hein. Alors, il me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On boit. Première réaction, mais ça sert à rien. Donc, on le fait pas. Et du coup, surtout en visio. Et du coup, je lui dis, t'as un plan B, t'as un truc. Il me dit, ouais, j'avais vu un mec. Et, tout. Et donc, il a transformé ce forfait du CTO par une bascule de la boîte dans l'ère nouvelle avec un nouveau profil qui allait l'amener encore plus loin. Alors, il n'a pas menti, c'est ce qu'il va essayer de faire. Il a juste dit que c'était une décision positive de sa part et qu'il tenait le volant, alors qu'en fait, on était victime du CTO qui disait, moi, ça fait 12 ans que je suis dans cette boîte, j'en ai marre, je fais autre chose. Quoi. Est-ce que c'est manipuler la vérité? Je ne sais pas. Un peu. Pour un avocat, c'est très conceptuel, la vérité. Hein. Ouais. Ça, c'est pas faux, par contre. Non, ouais. Moi franchement, les boîtes qui m'habillent les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles, alors peut-être que je ne m'en rends pas compte et que c'est généralisé, et du coup, congrats. Mais voilà, c'est à partir du moment où, ce qu'a dit Nicolas, je pense qu'il a donné le mot-clé, c'est confiance, quoi. À partir du moment où ça s'effiloche, tout devient compliqué parce que, comment dire? Alors nous, on n'est pas des BA, mais d'une, on a intérêt à la réussite financière et de deux, croyez pas qu'on ne soit pas challengé, sur une prise de décision d'investissement de plusieurs millions d'euros, dans votre boîte. Et c'est, nous ensuite, par rapport à, j'allais dire notre employeur, mais c'est pas notre employeur, c'est par rapport au marché. C'est-à-dire que demain, si vous sortez d'un fonds, que vous allez dans un autre, on va regarder votre track, on va regarder à qui vous avez fait confiance, pourquoi, comment est-ce que la décision a été prise. Donc, à partir du moment où on met un ticket dans votre boîte, pour le coup, nos intérêts à la réussite et à traiter les problèmes potentiels, il est réel. C'est voilà. Alors nous, la différence, c'est que on a quand même un jeu statistique. Alors ça dépend ensuite les fonds. Un fonds Treasury joue la loi des grands nombres, nous pas trop. Donc on a une capacité à tolérer des échecs. Mais il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux et il ne faut surtout pas que ce soit des échecs qui étaient dus à une mauvaise compréhension de notre part. Donc, c'est là où si la confiance s'effiloche, c'est très vite, on rentre dans des zones compliquées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque niveau de maturité, on a heureusement des investisseurs qui ont une expérience différente et avec qui on peut avoir une communication plus ou moins différente. On a des problèmes étonnamment. Là, je pense à un dossier notamment. Lundi, je suis obligé d'aller à Paris pour me faire un tabasser pendant un CS. Donc, c'est la preuve que ça existe. Hein, voilà. Je mesure la fausse bonne idée qu'on a eue il y a 2 ans, parce qu'on a eu l'opportunité de lever. C'est une boîte très tech, c'est une boîte industrielle qui est pas encore rentable, qui est magnifique, qui développe un produit tout. Enfin, elle est ultra sexy pour le coup. Enfin, le manager est génial, mais c'est un manager qui est depuis 10 ans dans la startup, qui fait le boulot de 20 personnes, comme tout start-upper, et qui vit dans le gris, le flou, le doute, et qui est devenu immortel. Quoi. Voilà, c'est un braqueur de banque en termes de guichet non dilutif. C'est un vrai start-upper deep tech qui a survécu à tout. Et du coup, quand il vous parle d'un truc stressant, il n'a plus de filtre. Voilà, il est capable de vous dire « Putain, j'ai plus que 15 jours de trésor. » Moi, il m'a sorti ça sur un télésiège une fois. Première remontée, je dis putain super le séjour au ski à la con quoi. Enfin voilà. Donc je paye le resto. Tu sais que tu vas payer tout le séjour. Donc ça change l'attitude d'être start-upper et de le faire longtemps et de le faire dans cette condition-là. Et donc en fin 2022, début 2023, la boîte est contactée par des fonds sponsorless, c'est-à-dire des fonds qui rentrent très tard quand la boîte est rentable, qui a de l'EBITDA et qui rentrent sans dilution. C'est le rêve pour un start-upper. Donc, il a levé 9 millions en dette obligataire
un taux d'intérêt qui était avant la remontée des taux, donc très tolérable. Les mecs sont même pas dans le pack, ils demandaient. C'est le fond, c'est le tour super agréable. Alors ils ont des BSA qui les protègent, ils ont des taux de rentabilité qu'on garantit, donc c'est pas non plus la fête du slip, hein, c'est quand même un truc sérieux. Et là, on s'aperçoit en réalité aujourd'hui que la mauvaise relation entre eux et le management est simplement liée au fait qu'ils n'ont pas l'habitude de cette étape-là, quoi. Et donc, on a fait un tour qu'on croyait plus intelligent que tout le monde parce que c'était très rare d'y avoir accès. Aujourd'hui, je suis en train de mesurer que la relation que j'ai avec mes investisseurs historiques Indus, Innovation, CapDev, bah, ils ne flippent pas, quoi. Les deux, là, dès qu'il y a une virgule qui change entre ce que je dis en CS et ce que j'ai envoyé dans le reporting une semaine avant, panique à bord, à la limite, on a les huissiers, quoi. Voilà. Donc, il faut aussi savoir à qui vous parlez, si possible, choisir des investisseurs qui vont bien avec l'état de votre projet et avec votre personnalité aussi, hein. Voilà. Si on a le choix. Ouais, et ça, c'est vraiment non dilutif, dilutif. Ouais. Mais chargez-vous quand même de non dilutif. Ouais, en fait, je voudrais rebondir sur cette dernière remarque et revenir à ce que vous avez dit au tout début. Vous avez dit, attendez, il y a deux catégories quelque part, il y a les VC et puis il y a les PE. Je vous ai parlé de PE, je ne connais pas le terme. Private equity. Private equity. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui définit quelque part le profil d'une société qui fait sa première levée de fonds? On est plutôt vers du VC, plutôt vers du PE. Est-ce qu'on peut envisager un mix? Est-ce que la démarche pour aller chercher les uns ou les autres est différente ou est-ce que ça s'opère de la même façon? Alors là, moi, je donne ma réponse, mais Nicolas, mais pour moi, enfin, comment dire, une levée, c'est du storytelling aussi. Et le storytelling pour un fonds VC et un fonds PI, ça va pas être la même chose. Un fonds VC, ce qu'il faut que vous marketiez, c'est une opportunité marché gigantissime, surtout dans les early stage, hein. C'est regarde, devant moi, il y a un marché à 6 milliards. Bon, tu vois, donc imagine, je prends juste 1%, 2%, 3% de ce marché. En réalité, ce que tu me donnes aujourd'hui, tu le feras déjà 3 ou 4 fois. Donc ça, c'est un truc. Et donc, du coup, on va aller chercher un truc qui va être capable de scaler et d'arriver à 10, 15, 20% de ce marché à 6 milliards. On n'y arrivera pas, hein. Il y a un taux de. Voilà, je ne vais pas vous parler du taux d'échec des startups. Parce qu'ensuite, vous rentrez dans un truc où c'est quand même high risk, high return. Voilà, ça, c'est le principe du VC. Le principe du PI, c'est pas low risk, low return. C'est lower risk, lower return. Donc, pour vous donner une idée, un VC, en général, pour être à peu près bien, il faut qu'il cherche 30-35% de taux de rendement interne, d'IRR, de TRI. Bon, un fonds PI va être entre 15 et 20. Voilà. Donc, d'entrée, c'est pas les mêmes espérances. À quoi? 3 ans? C'est quoi? À quel terme? En fait, c'est un truc annuel, ça se suit. Donc, ensuite, il y a des mecs qui sont long terme, d'autres qui sont court terme, d'autres qui sont fin de fond. Et donc, du coup, ils vont mettre un dernier ticket, mais du coup, ils espèrent sortir dans 3 ans. Si tu es en début de fond, le mec aura de la tolérance pour être là 7-8 ans. Ça dépend d'une multitude de facteurs. Par contre, un fonds PI, ce qu'il va aller chercher, un modèle économique qui garantit une profitabilité à horizon relativement restreint. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'avec l'explosion de la bulle, les VC n'aient pas intégré cet élément dans leur réflexion. Moi, j'ai fait du PI avant de faire du VC, hein, donc je connais les deux univers. Bon, quand tu es en PI, ce que tu cherches, c'est à backer un management solide qui a une vue claire sur l'exécution de quelque chose qui peut avoir de la profitabilité et qui peut, entre guillemets, cracher du dividende à un moment. Bon, le VC, en fait, sa thèse, c'est à aucun moment, c'est le dividende. Sa thèse, c'est je vais croître tellement vite, je vais prendre de telles parts de marché qu'en réalité, quelqu'un va être obligé de venir me racheter pour racheter ces parts de marché-là. Donc, c'est deux trucs très différents. Mais il y a plein de modèles éco, notamment souvent deep tech, pour être honnête, qui sont davantage des modèles, alors qu'on pourrait se dire, ah mais attends, deep tech, il y a 5 ans qu'on est sur le marché et tout ça. Mais en réalité, si vous avez un produit qui répond à un besoin assez clair, mais dont le marché n'est pas illimité, n'est pas gigantissime, une thèse PI a beaucoup, beaucoup plus de sens. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Le problème qu'on observe, c'est que, de mon point de vue, sur le venture, même si c'est de plus en plus difficile, il y a quand même de l'amorçage qui est financé. Sur le PI,
il y a de l'investissement, du CAPEX à financer, parce que ce sont des modèles plus, pas moins sexy ou plus sexy, mais plus récurrents, plus traditionnels, sans que ce soit un gros mot. Et aujourd'hui, les banques sont plus ou moins défaillantes là-dessus. Donc, on voit de plus en plus de dossiers PI, on les voit arriver, nous, qui se déguisent en start-up et qui vont taper du venture, parce que c'est ça ou rien, en fait. Je prends un dossier que j'accompagne depuis très longtemps, qui aujourd'hui est valorisé à plus de 100 millions d'euros, qui a commencé par... c'est du foot à 5, associé avec un célèbre footballeur qui est né à Marseille, d'ailleurs. Enfin, donc, le truc marche super bien. Et quand les mecs ont créé le truc, je les connaissais bien d'avant, ils ont emprunté 800 000 euros sans caution, quoi. Et aujourd'hui, ils ont créé un empire. En 2024, c'est impossible. Impossible. Ouais. Et ils ont des investisseurs, les Captable, ou pas? Oui, maintenant on a du sponsorless. Ouais, mais non. Quand le sponsorless est arrivé, on faisait, le groupe, moi je fais rien, le groupe faisait 15 millions d'EBITDA. Mais pas dans la Captable, du coup. Alors, il y en a des anciens, mais qu'on est en train de sortir. Oui. Ah. Aujourd'hui, on rentre sur la courbe où on a tellement de rentabilité qu'on nous prête de l'argent pour sortir les VC, quoi. Ça, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 100 millions d'euros, c'est quasiment pas une valo dont un VC va être satisfait. Voilà. Alors que vous, du coup, et pour arriver à 100 millions d'euros, l'air de rien dans le marché actuel, je suis très schématique et caricatural, mais si vous avez dû faire 3 tours pour arriver à 100 millions d'euros, il vous reste 20 points de capital. OK? Si vous êtes dans un truc PI et que vous amenez votre boîte avec un EBITDA à 10 millions, vous êtes à la tête d'une boîte qui va être valorisée minimum 60, et si en plus vous avez de la croissance, vous pouvez aller chercher une valorisation à 100, 120. Et là, vous avez peut-être de la dette, vous avez peut-être un petit investisseur, mais en fait, vous êtes propriétaire à 80, 75, mais voilà, vous avez quand même gardé le gros chunk du capital. Donc, c'est là où le jeu du VC, c'est un jeu d'accélération, c'est un jeu de course, mais c'est aussi un jeu où, si vous regardez votre intérêt patrimonial, faut être, voilà, c'est pas, non, j'allais faire une remarque qui était vraiment trop 20e siècle. C'est quand même un jeu où, voilà, faut courir très vite et avoir, en effet, j'aime bien l'image, ne pas avoir le vertige, quoi. Bonjour. Moi, une petite question sur le comité stratégique. Quand du coup, nous, on a un secteur qui est ciblé, donc on veut voir des VC dans des secteurs ciblés. Si un autre secteur qui n'a absolument rien à voir peut être intéressé et facilite la levée, est-ce que dans le comité stratégique, la start-up a quelque chose à dire sur ça serait bien d'avoir telle personne pour tel marché, pour la compréhension du marché? Et est-ce qu'il y a vraiment un échange sur le comité stratégique, ou c'est le venture qui dit c'est comme ça Il faut éviter d'avoir ce schéma-là où c'est le venture qui dit ça. Il y a plusieurs comités dans votre vie, de toute façon, de start-up. Il y a celui des premiers tours et celui où vous n'avez plus entre co-founders que 30% du capital si vous avez trop levé, et avant l'exit. Donc là, effectivement, on a une bascule politique qui est proportionnelle à la bascule de la table de capi, quoi. Donc c'est logique. Mais ça reste en bonne intelligence, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des points importants à négocier sur la levée. Ce point-là est important si vous sentez qu'il y a des trucs à gérer, et si vous sentez que la discussion politique sera délicate. Je veux faire simple, nous, on est vraiment dans l'industrie lourde. Et on s'est rendu compte, suite à des salons, que les assureurs de ces industries, ça serait plus facile d'aller lever avec eux, parce qu'en fait, l'impact sur l'assurance peut être très importante. Mais par contre, la maîtrise de l'industrie est, pour moi, donc le CEO, est quand même plutôt très importante. Donc, un mix est une solution, du coup. Le mix est une solution, et d'ailleurs, souvent, quand on fait ça, celui qui est indirectement légitime sur le sujet veut quand même que la thèse soit validée par un investisseur vertical de la thèse, quoi. C'est-à-dire que si c'est industriel, vous avez un investisseur industriel qui connaît l'industrie qui vient, un assureur viendra. Que des assureurs, le CS sera, vous allez parler tout seul avec vous-même, quoi. Après, dans tous les cas, les fonds apprécient qu'il y ait des administrateurs dits indépendants
en réalité, dans la vraie vie, dans le VC, ils sont rarement totalement indépendants, au sens code AFEP, MEDEF, mais en tout cas des gens qui viennent, qui donnent de leur temps avec une expertise sectorielle. Donc c'est aussi, si tu as l'opportunité de lever avec des assureurs et que les industriels, ils sont plus compliqués, ça peut être aller lever avec les assureurs et dans ton board, par contre, mettre en président de board, un chairman, hop, quelqu'un qui vient, à qui tu files des BSPCE et qui va t'apporter aussi cette expertise à côté. Ça vaut mieux une levée avec des gens qui comprennent rien que pas de levée. Hein. Donc, de toute façon, c'est votre mantra, c'est quand même un deal pourri mieux que pas de deal. Hein. Donc, il n'y a pas de sujet. Et sur les indépendants, c'est un vrai sujet de notre point de vue. Autant gérer des indépendants pour une série B, typiquement, même à partir de la série A. Quand vous arrivez en série A, généralement, vous avez quand même le cuir un peu épais. Hein. Vous avez fait 2 levées avant, vous avez négocié 3 pactes, vous avez vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, vous avez adapté la bonne communication, vous êtes équipé, vous avez un DAF, vous avez de quoi bien faire les choses, vous arriverez à gérer ça. Moi, je ne suis pas fan des indépendants trop tôt. Trop tôt parce que comme le disait Clément, ils ne sont pas tout le temps indépendants vis-à-vis de l'AMF, ils ne sont pas tout le temps indépendants vis-à-vis des fonds non plus. Hein. C'est-à-dire que les règles de désignation des indépendants, c'est on se met d'accord pour le trouver, et parfois, c'est si on n'est pas d'accord, on le trouve tout seul. Donc, j'ai vu des cas, ce n'est pas la chasse aux sorcières, mais l'indépendant était un pied dans la porte. Donc, au début de votre parcours, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc, ça sert à rien de faire une armée mexicaine dans votre truc, quoi. Vos points de désaccord. Non, c'est qu'en fait, ce truc-là, vous allez le gérer par ailleurs. Enfin, tu vois, tu le gères avec le fait d'avoir le casting vote, ce genre de choses, de façon à contrôler dans les premiers tours. Il faut que vous contrôliez votre board, bien évidemment. Et voilà, il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais si vous avez quelqu'un qui apporte de l'expertise et qui, justement, enrichit la discussion. Parce que le danger des comités stratégiques, quand même, tout à l'heure, je vous ai dit, ça a une fonction de contrôle, supervision et une fonction stratégique. Les comités sont intéressants quand vous arrivez à faire le lien entre les deux, enfin que vous partez des chiffres bien sûr, mais vous arrivez à avoir une réflexion qui est un peu comment dire, qui soit un peu up quoi. Si vous êtes juste dans un truc où ça discute scrogneux les chiffres à chaque board, là c'est l'enfer pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Et donc une solution, c'est d'avoir quelqu'un qui soit capable de donner un peu de hauteur à la discussion. Si vous avez levé beaucoup, vous pouvez le recruter, le rentrer dans l'équipe aussi, quoi. Et donc, du coup, il bosse du côté de la boîte, assurément. Voilà. Enfin, mais tout dépend du stade de maturité, du marché sur lequel vous êtes, et tout dépend aussi de la typologie d'investisseurs et de qui dans cette typologie. Enfin, je ne dirais pas qu'on a une blacklist, mais on a des fonds dont on sait qu'il y a une rigidité à leur entrée qui met des schémas de gouvernance en place imposés, qui sont hyper agressifs pour les fondateurs. Et quand on agresse le fondateur, on ne crée pas de la valeur, en fait. Voilà. Avoir un investisseur qui vous laisse bosser, ça, c'est bien aussi. Il vous dit quand vous faites n'importe quoi. Ça va les deux sens. Exactement. Oui, vous avez parlé pas mal des tours suivants. Justement, on a parlé que ce soit deuxième tour, troisième tour ou série B. Vous avez dû voir pas mal d'erreurs qui ont été faites avant. Si vous avez des conseils sur des choses à éviter en amorçage, des choses que vous avez pu voir qui n'étaient pas forcément... On finit mardi, là, alors. Non, enfin, le principal truc où il ne faut pas que tu lâches, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même la Ligue Préf et tout ça. Une bonne façon quand même de gérer toute la partie love money, voire, même si en France, les fonds aiment bien être encore en dur dans les cap tables très vite, c'est la safe qui permet en fait de repousser à avoir des gens un peu plus sophistiqués le moment où tu mets réellement les conditions sur la table. Ensuite, ouais, des bêtises. Il n'y a rien qui me vient comme ça. Enfin, tu vois, à part ta Ligue Préf, je sais pas, Nicolas, tu as bêtises dans la négo et des trucs qui vont pendre, qui vont flinguer le projet. Il faut toujours faire le meilleur deal possible, mais des fois, tu n'as pas le choix. Et des fois, j'étais dans une région hier où, je ne vais pas la dire, et puis il n'y a pas d'amorceur, il y a 2 réseaux de BA qui nous proposent des conditions de deal, mais je les connais depuis quelques années, hein, qui sont dignes de la RDA en fait. Voilà.
Donc c'est un truc obscur avec des clauses à signer avec ton sang, où franchement, en toute logique, où chaque fois les fondateurs viennent nous voir à pleurer en disant est-ce que je le fais? Je fais c'est quoi l'option? La mort. C'est un pacte de merde, c'est mieux que la mort. Voilà. Une fois que tu as dit ça, combien je vous dois? Un matin, le soir. Enfin, c'est qui n'a pas de sens, quoi. Et en fait, on rassure souvent, et c'est même pas rassuré, on observe quand même que la réalité du terrain, elle est impactante. C'est-à-dire que dans la vie d'une start-up, c'est rare de faire que des bons tours, que des bonnes négos. Pourquoi? Parce que c'est rare d'avoir une trajectoire où on fait que générer de la croissance et on n'a pas de bug. Et c'est encore plus fréquent d'avoir une start-up qui va se retrouver à faire un tour pourri parce que le marché s'est décalé, parce qu'elle n'a plus de cash, parce qu'elle est au milieu du gué entre les investisseurs qui disent t'es trop petit, ceux en dessous qui disent t'es trop gros, et tu ne sais pas quoi faire. Et derrière, elle exécute super bien, et elle se refait la cerise, et là, elle va basculer la table, c'est-à-dire qu'avec les nouveaux investisseurs, parce que c'est concurrentiel, elle va leur dire tu m'aides à éclater les conditions du tour d'avant, parce que ça ne va pas. Et on le voit quand même, enfin voilà, la vérité d'un tour, ce n'est pas celle de celui d'après. Alors ça peut être pire, et ça peut être mieux aussi, heureusement. Quoi. Enfin, si vous exécutez, l'exécution, c'est votre job et c'est le plus important dans tous les cas, pour les investisseurs comme pour tout l'écosystème. Hein. Il y a quand même un truc qui me vient, c'est est-ce que vous savez ce qu'est le principal facteur d'échec d'une startup? C'est la mésentente entre cofondateurs. Donc j'ai envie, enfin tu vois, la principale bêtise que vous pouvez faire en seed, c'est de vous associer avec des gens avec qui ça ne marchera pas dans la durée. Sans prévoir comment les éliminer si problème, sachant que ça peut t'éliminer toi aussi du coup. Mais oui, c'est pour ça qu'on regarde l'équipe d'ailleurs. Hein. On regarde l'équipe parce qu'on recherche cette mésentente. Et ça, c'est un autre sujet peut-être, mais qui revient. C'est-à-dire que bien se préparer à la levée t'oblige à faire de l'introspection ou de la psychothérapie de groupe, ça dépend de ton capital, et savoir ce qui va poser problème. Et il faut le nettoyer avant. Quoi. Et s'il faut éliminer un fondateur, il faut le faire avant. On le fait à longueur de journée, ça. Hein. C'est une grosse partie de notre job, c'est d'amener des fondateurs dans la forêt avec une pelle et de revenir seul. Quoi. Voilà, Mais parce que sans ça, si ça sort à la levée, on est mort. Quoi. On le dissimule et que ça explose après, on a du cash, mais c'est compliqué. Quoi. Voilà. Non, mais surtout, en fait, la boîte, elle marche pas. Ça marche pas. Donc, quand il y a du désalignement entre fondateurs, voilà, le projet échouera, malheureusement. Justement, et comment se préparer pour le divorce alors entre les investisseurs et les startups? Comment on se prépare pour les boards? Ah, pour le divorce, entre nous On crée la boîte tout seul. Entre fondateurs, tu disais, Roxana, ou entre fonds et investisseurs? Écoute, là, il y a très souvent, ça se passe mal. Enfin, en tout cas, sur les startups jeunes, très souvent, ça se passe avec écoute, tu prends 0, moi je prends 0. Bon, écoute, salut. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, il y a, et ça, c'est intéressant, quand on arrive dans un process de cession, même s'il y a en effet plein de choses qui sont écrites dans la doc, il y a souvent une renégociation. Enfin, il y a toujours une renégociation. C'est-à-dire qu'une boîte ne se vend pas sans ses fondateurs. Voilà. Donc, vous avez du levier en entrée. Vous aurez aussi du levier si l'histoire s'écrit bien en sortie. Bon, ensuite, nous, on essaiera d'amenuire. Je suis désolé, j'avais prédit, je parle cash aujourd'hui, hein, mais on est plutôt un fonds founders friendly en plus. Hein, mais bon, voilà, autant vous parler de façon transparente. Je savais pas qu'on était filmé, enregistré, sinon. Mais mais voilà, vous aurez aussi du levier en sortie. Donc même une ligue préf importante qui a été négociée, en réalité, à la fin, la boîte se vendra pas sans vous. Donc vous serez réinvité à la discussion. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais d'ailleurs, toutes les clauses des pactes ne visent que ça, c'est-à-dire avoir une arme dissuasive nucléaire pour qu'on puisse négocier mieux dans l'intérêt de tous. Et c'est vrai qu'à la sortie, il y a une vérité différente. Je vous donne un cas concret au moins, avec des chiffres. On accompagne un dossier depuis longtemps maintenant, qui était un super dossier. Comme ça, je spoil un peu la fin, qui était un super dossier, qui a levé 35 millions. Est-ce qu'il est super parce qu'il a levé 35? Non, parce que c'était super bien exécuté, super marché, et un marché par l'effet de la réglementation
s'est coupé et aujourd'hui, la boîte commence à tanguer un petit peu en termes de trésor, se refinancer avec un marché qui s'est réduit, c'est pas évident, et on est rentré à l'arrache en process de vente. Si on applique la liquide préf, 35, c'est le premier rang. Et sur le process d'exit, on n'aura pas mieux a priori que 15. Donc, première réunion avec les investisseurs, mais qui jouent leur rôle. Et tout le monde est sur une posture. Et après, on négocie, quoi. Nous disent, pas de problème, on vend 15, on prend les 15, et puis c'est cool, quoi. Et donc là, les fondateurs comprennent qu'il va falloir signer une gap, parce que c'est eux quand même qui ont géré la boîte, qu'il va falloir accompagner la session pendant 2 ans minimum pour 0 balles. Qui me disent, mais si on liquide la boîte, il nous arrive quoi? Je dis, 0 balles aussi. Voilà, c'est la même chose. Et vous êtes libre. Et donc là, en première réunion, premier board, où c'est un jeu de rôle, donc les investisseurs nous disent, voilà, on va appliquer la liquide préf, comme c'est prévu dans le pacte. Non, parce que sinon, on n'accompagne pas. Ah bon? Oui. Donc, du coup, là, on est dans une logique de partage du 15 en fonction du capital, et les fondateurs vont prendre un tiers. Et on renégocie logiquement, parce que tout le monde a besoin que ça avance, quoi. Et juste après, je te laisse poser la question. Mais c'est là où on est des associés. Parce qu'à l'inverse, si vous avez 15 millions de dettes bancaires, ils vont prendre les 15 millions des produits de cession. Il n'y aura pas à négocier avec eux. Voilà. Les questions, vous avez évoqué 2023. Du coup, en 2024, les fonds vont investir dans des boîtes qui sont plutôt comment il faut se présenter? Premier élément important, non, c'est pour le coup, ça on le sait depuis janvier, les allocations des fonds de fonds, donc les investisseurs qui viennent souscrire dans les fonds d'investissement, qui donnent le capital que nous on déploie, elles n'ont pas varié d'un iota, voire elles se sont un peu réduites sur le VC. Donc on n'est pas déjà dans le rebond du marché. Il y aura peut-être des ajustements Q2, Q3 si le desserrement des taux aux US se confirme, qu'on a la même chose en Europe, mais on n'en est pas encore là. Donc du coup, première chose, c'est qu'on reste dans un univers de relative, parce que si vous prenez les chiffres et que vous réfléchissez à où est-ce qu'étaient les boîtes il y a 10 ans en arrière, 2013-2014, le financement de la tech en France, ce qui se passe actuellement sur le marché où on dit quand même c'est pas possible, il n'y a plus de sous, c'était la fête, les mêmes niveaux de financement. Donc il faut quand même avoir ça en tête. On sort d'une période où dans tous les cas on a cranté des choses sur l'ambition pour les startups en France avec une naissance, des générations d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, entrepreneur est devenu, comme le disait Nicolas tout à l'heure, est devenu, quelque chose qui est plus regardé comme si c'était un pis-aller ou quelqu'un qui avait trop d'indépendance pour pouvoir aller travailler dans un groupe du CAC 40, quoi. Parce que avant c'était un peu ça, quoi. L'entrepreneur, c'est celui. Aujourd'hui, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a simplement envie de réaliser sa vision. Donc, on a basculé dans autre chose. Et je pense aussi l'écosystème qui a évolué autour. Roxana est là. Nous, je pense, avec quelques grands anciens qui ont cranté de nouvelles façons de faire fonctionner le marché du VC. Un regard, parce que c'est comme ça, beaucoup posé sur les US où, on s'amuse tous à se penser des Silicon Valley en miniature, aussi bien vous que nous, et à réfléchir un peu. Vous regardez les success stories dans la tech en Silicon Valley, nous on regarde les investisseurs successful dans la tech en Silicon Valley, et on essaye de comprendre un peu comment est-ce qu'on ajuste tous ces trucs-là, quoi. Il y a de l'argent. Je confirme, il y a de l'argent. La crise vient, elle est mal analysée. On vous dit, j'étais le premier à le faire tout à l'heure, il y a X% de moins que l'année d'avant. C'est la même tendance en 2024, si c'est ta question. Mais de mon point de vue, ceux ou celles qui souffrent le plus, ce sont les grosses licornes qui ont levé 800 millions il y a 3 ans et qui n'arrivent pas à se refinancer parce que le marché s'est arrêté, et que les conditions de relever aujourd'hui sont à une valorisation tellement inférieure à celle d'il y a 2 ans que concrètement, avec les ratchets, donc c'est ce que c'est, ça liquide tous les fondateurs. On a ce problème-là dans quelques dossiers où on se dit, mais putain, comment on fait? Parce que si on relève, on vit, mais si on relève et que tout le monde, alors on renégocie en disant, c'est peut-être pas intéressant de diluer toute l'équipe opérationnelle à zéro. Sinon, du coup,
on devient des salariés, quoi. Donc on a le problème là-dessus. Sur l'amorçage, il y a de l'argent. Il y a un nouveau dispositif hyper incitatif plutôt pour les startups qui font de la R&D, mais même pour celles qui ne le font pas, en défiscalisation pour les BA depuis le 1er janvier 2024. Heureusement, hein, parce qu'on a perdu quelques acteurs de l'amorçage, donc il y a de l'argent. C'est sûr que c'est comme l'immobilier, hein, les prix baissent, montent selon les temps. Les valos ne sont pas aussi fortes qu'il y a 3-4 ans, mais elles étaient trop fortes il y a 3-4 ans, je pense. Quand les investisseurs subissaient des valos, moi j'ai vu des dossiers à valeur égale sur quelques années passer du simple au double. Alors la valo, ça n'existe pas, mais quand même, quoi. Ah ouais, non, mais il y a eu une bulle, hein, tout simplement, 2021-2022. Voilà, il y a des gens qui sont restés disciplinés, d'autres moins. Il y a eu des choses qui ont été payées très cher. Et en effet, l'amorçage, quand on regarde les stats, hein, se maintient bien. C'est pas au niveau de l'amorçage que les problématiques de financement se posent tellement. Même si, de fait, l'amorçage reste dur pour vous. Enfin, une boîte, c'est difficile d'aller chercher, mais finalement, c'est pas le segment de marché qui a été impacté par le retournement de cycle. Vous êtes plus nombreux aussi, hein. Enfin, en termes de volume de dossiers, alors moi je sillonne la France régulièrement et on est dans plein de villes. Enfin, le volume de dossiers en 2024 par rapport à ce que j'ai connu en 2004, ça pourrait vraiment au maximum du truc, ça n'a rien à voir, quoi. Il y a plus d'argent, plus de fonds, mais vous êtes beaucoup plus nombreux. Et je vois même en plus des dossiers qui se ressemblent d'une région à une autre. Enfin, il y a des choses à améliorer quand même, quoi. Alors bonjour à vous deux. Première question, vous avez parlé de 3 verticalités, vous, à votre niveau d'investissement. Est-ce que vous pourriez les rappeler? Et la seconde question, c'est pour vous. Là, vous dites avoir sillonné, enfin, vous sillonnez la France avec pas mal de dossiers. Est-ce que vous auriez on va dire, un schéma, une cartographie de ce qui fonctionne aujourd'hui, ou du moins, quels est les secteurs ou les domaines d'activité où il y a plus le vent en poupe pour la levée? Merci. Climat, inclusion et soins à la personne. En vrai, e-santé. Voilà, c'est les 3 verticales de notre fonds impact qu'il faut cocher. Moi, ma question, c'est quelle est la mode de l'investissement en 2024, enfin la mode printemps-été. Alors, je parlerai. Alors, il y a toujours il y a des modes, hein, enfin, vous l'entendez plus que moi. L'IA à l'avant en poupe, sous réserve que ce soit du vrai IA. Et on voit beaucoup de dossiers. Le quantique aussi, on a des fonds dédiés. Alors, je regarde des trucs, on lève des sommes astronomiques. Je n'ai toujours pas compris ce que les boîtes faisaient, mais ça a l'air vachement bien. Enfin, donc on a ce truc. La deep tech est hyper résiliente par nature parce qu'elle est cortexée pour attendre des jours meilleurs, hein, dans la mesure où elle nous donne des délais d'exit entre 7 et 9 ans statistiquement. Donc ça fonctionne bien. Il y a quelle que soit la région, il y a les gros mots sont les mêmes partout. L'appli B2C, compliqué, quoi. Voilà. Mais parce que la barrière à l'entrée n'est pas la même, en fait. Voilà. Et ça, c'est compliqué. C'est plutôt des modes de financement plus à l'arrache. Voilà. Il faut acheter du flux, quoi, de l'utilisateur. Donc, c'est à peu près harmonisé quand même. Moi, je ne sais pas si c'est la mode, mais pour le coup, moi, je viens du PI. Et du coup, je pense être un investisseur assez value-driven. Et comment dire, votre modèle économique est important. Et n'oubliez jamais que les gros multiples dont on entend parler, si on réfléchit économiquement, le seul vrai modèle économique qui est redevable de ces multiples, c'est le SaaS. Voilà. Le reste, c'est pas vrai. C'est pas vrai que une boîte qui vient digitaliser une partie de la chaîne de valeur par rapport à des acteurs traditionnels va valoir 15 tours de multiples ou 20 tours de multiples ou 25 tours de multiples. Parce qu'en réalité, à la fin des fins, elle peut digitaliser, elle peut opérationnaliser, elle peut faire de façon plus efficiente le job que des incubations font. Mais à la fin, son business, c'est un business qui s'opère avec une marge qui a été déterminée par un secteur, par une filière j'allais dire de toute éternité. En tout cas, il y a longtemps. Donc, elle pourra gagner 2-3 points de marge, mais il ne faut pas croire qu'elle opérera à terme à 70-80% de marge. Le SaaS, la beauté du modèle SaaS, c'est que vous, une fois que vous avez atteint le break-even, vous vendez chaque unité à coût marginal 0. Voilà. Et ça, si vous êtes capable d'aller chercher de la croissance là-dessus, ça a une valeur infinie.
Ce sont d'ailleurs les dossiers sur lesquels les fondateurs peuvent reprendre le contrôle et sortir les VC. C'est un peu le seul modèle qui répond à ça. Parce que j'ai parlé des deep tech, mais si on reclassifie un peu ce qui est, enfin, l'agritech, impact, enfin, tout ça, et industriel. Enfin, vous avez tous ces mots dans le même projet. Vous avez des financements de partout. Les fonds qui sont créés pour ça, donc ça marche pas bien. On est quand même sur des dossiers où, en termes d'issue, c'est pas du 100%, mais évidemment, mais c'est quasiment que de l'exit industriel. Et c'est peut-être pas le même. Tout est start-up. On parle de start-up, il y a plusieurs catégories, quoi. La start-up que les fondateurs vont pouvoir récupérer, qui se fait aider en financement, qui va créer de la valeur, trouver son marché, sa rentabilité, elle ne se manie pas de la même manière que la start-up industrielle qui doit sortir 4 millions pour avoir un POC, qui va partir sur des levées pour monter une usine, où à la fin, c'est très dilutif et c'est un gros industriel européen ou étranger qui va la racheter, quoi. C'est pas la même logique. Du coup, ouais, là, vous avez parlé de deux typologies, c'est intéressant. Moi, j'ai une typologie un peu spécifique et bon, qui va peut-être pas intéresser grand monde, mais est-ce que vous avez déjà vu, d'un côté comme de l'autre, de la start-up qui pourrait être d'utilité d'État et dont un des investisseurs dans un des tours, alors je ne sais pas comment ça se passe, pourrait être l'État qui rentre au capital? Est-ce que ça existe? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est intéressant au début, au moment de la création et d'une première levée de fonds? Est-ce que c'est intéressant pour les investisseurs de se dire, demain, c'est l'État qui reprend ou C'est pas? quoi l'État? BPI France, est-ce que c'est la Caisse des dépôts? France. Est-ce que c'est l'État en direct? C'est un des deux. L'État, la France. Enfin, en gros, c'est sur la civic tech et sur l'intérêt pour. L'État a donné à 2 véhicules, qui sont des gros véhicules, le soin de gérer les investissements dans les PME innovantes. C'est la Caisse des dépôts d'un côté et BPI. Et là où c'est bien, c'est que les deux ne peuvent pas se blairer. C'est cool. Voilà, donc tu ne pourras pas faire les deux. Mais donc c'est plutôt comme ça que c'est géré, en fait. Avec des sujets de souveraineté, des sujets de priorité qui sont. Pour la BPI, c'est facile à lire, parce que les fonds des thématiques. La Caisse des dépôts, c'est plus flou pour moi. Ouais, enfin moi je suis passé là-bas, j'ai été au fonds stratégique d'investissement et tout ça, donc c'est des univers que je connais bien. Première chose que tu dois avoir en tête, c'est que dans tous les cas, même s'ils jouent toujours, notamment chez BPI avec ça, ils n'ont pas la possibilité de mettre les valos sur. Enfin, c'est pas des lead investors. Et ils vont faire du co-investissement. Donc, tu auras dans tous les cas besoin d'avoir quelqu'un à côté. Et ensuite, c'est des gens qui font leur métier très professionnellement, avec une différence de culture entre la caisse et BPI, où BPI est peut-être un peu plus plus dynamique et moins rigoriste. La caisse est très formelle sur la gouvernance, sur les process et tout ça, mais ce qui fait grandir une boîte aussi. Donc voilà, ça porte pas du tout préjudice, en tout cas de mon point de vue, d'avoir BPI France. Moi, j'ai fait un co-invest avec BPI France l'année dernière. J'étais très content de le faire. Voilà. Moi, j'aurais une question justement, vu qu'on n'est pas forcément tous financiers dans les startups, c'est quoi les KPI qui intéressent vraiment les investisseurs et sur lesquels on doit vraiment avoir des points d'intention? Ça dépend de ce qu'est ton modèle économique. OK. C'est quoi ton modèle économique? Classique de SaaS. Bon, alors SaaS, ton ARR, ta croissance d'ARR, ta net retention revenue, ton churn, et déjà ces 4 métriques-là te permettent déjà d'avoir. Moi, celui que je regarde en premier, et si tu es au-dessus de 120, tu auras un rendez-vous avec moi, c'est le net retention rate. Voilà. OK. OK, merci. Ouais, bah, Pas d'autres questions? Non, c'est clair. Bon, merci. Roxana. Merci, Roxana. Merci Nicolas, merci Clément et merci à vous aussi. Là, nous allons pouvoir continuer l'espace de networking sur la terrasse de l'Orange Vélodrome. Et donc, voici, je vous invite à aller faire des belles rencontres. Moi, je vais devoir partir. Donc, c'est pour les gens il y a Guillaume et Solène qui ont mes coordonnées, mais je vous les donne rapidement. Donc, mon prénom, c'est Clément. Donc, T'inquiète pas, Clément.combal. Clément. Ah ouais, c'est bon. Je vais @orange.com. ouais, au Ok. présent, je vais vous envoyer les coordonnées de nos 2 experts. Comme ça, vous pouvez le contacter si vous avez plus de questions. Et je vous enverrai aussi l'enregistrement. Comme ça, si vous avez oublié quelque chose, vous pourrez les revoir.
Merci.